Alexandre Bello. Alexandre, ça va être quand même très compliqué pour moi de te présenter. Je plaisante. Alexandre est professeur de rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, chef de service adjoint du service de néphrologie, rhumatologie, dermatologie pédiatrique. Et puis surtout, et c'est à ce titre-là qu'il intervient aujourd'hui, il est responsable de l'espace passage, de l'espace transition. Et là, vraiment, publiquement, je voudrais le remercier parce qu'effectivement, je vous ai dit que j'étais chef de pôle et on a fait de la transition vraiment un projet de pôle à part entière. Et tout ça, c'est bien sûr grâce à Alexandre et à toute son équipe. Mélanie aussi qui est citée là dans le diaporama. Alexandre, je te laisse avec grand plaisir la parole. Merci beaucoup, Hugues, pour la gentille introduction, mais c'est effectivement un travail collectif et une histoire de collaboration à tous les niveaux de la pédiatrie. Alors, je vais, comme hier, normalement, j'avais prévu quelques éléments d'interactivité, mais je vois que là, il n'y a pas le code qui s'affiche, si bien que vous allez être en peine de pouvoir interagir avec moi. Je devais demander votre profession, et autant dire que vous n'allez pas pouvoir réussir, parce que mon système ne s'est pas mis en plein écran et le code est normalement présent sur la portion haute de la diapo. Alors peut-être que c'est un problème, je vais essayer de départager, repartager pour essayer de comprendre qu'est-ce qui cloche cette fois-ci. Donc, j'aurais envie de dire sans transition, mais ce serait... Non, je pense que je ne vais pas y arriver. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on va jouer tout seul. Donc, quelle est votre profession? J'imagine des soignants autour d'un réseau mère-enfant. Et puis, eh ben, celle-ci, vous allez peut-être pouvoir répondre quand même. Pour ceux d'entre vous qui ont un smartphone, vous allez sur menti.com et vous rentrez les chiffres suivants, 31, 40, 22, 59, et vous pouvez répondre par oui ou non. Il y aura 2 questions interactives, après c'est fini. Mais ça permet de savoir un peu les uns les autres dans la structure dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous organisez des consultations de transition? Est-ce que vous y participez? Est-ce que c'est des sujets familiers qui vous sont présentés depuis le début de l'après-midi? C'est quelque chose d'assez innovant et finalement la première présentation organisée par les collègues de la suite Necker, c'est eux qui ont créé un peu ce sillon des espaces transition et qu'on a suivi ensuite les uns les autres. Et donc, je vais tâcher dans les diapos suivantes d'essayer de vous présenter l'expérience lyonnaise pour qu'elle fasse aussi tâche d'huile et que d'autres soient intéressés éventuellement d'y contribuer ou d'y participer. Donc, quand même, 4 répondent oui, c'est peut-être les speakers. Donc, je sais qu'on est certains à être intéressés à la transition, mais on ne la retrouve pas partout. Et au sein de votre hôpital, est-ce que vous avez un espace transition? Donc, c'est une question proche de la précédente. Donc, ceux qui êtes déjà connectés, vous pouvez répondre aussi par oui ou par non. Mais ces espaces sont... Oui, donc c'est pas si mal. On a vu tout à l'heure, d'ailleurs, dans la présentation des collègues de la suite, le nombre d'espaces qui ont été créés. Et ça a été vraiment une nouveauté depuis 3 ans. Avant, il n'y avait pas du tout d'espace particulier en ambulatoire. Il y avait quelques services de médecine de l'adolescent, mais pas ce type d'espace. Et je pense que tous ceux qui bénéficient de ce type d'espace, on est prêt à vous accompagner à monter le vôtre dans votre hôpital, vous donner ce qui a fonctionné ou pas fonctionné chez nous pour qu'à votre tour, vous puissiez essayer de le penser dans votre paysage de soins. Donc la transition, elle a été mentionnée en introduction, c'est entre la pédiatrie et la médecine adulte. Hugues Desombres a coutume de dire qu'elle se pense dès la naissance parce qu'on est un être en transition finalement toute la vie et que le fait d'avoir une maladie chronique et que l'on portera à l'âge adulte, on peut déjà l'anticiper dès le diagnostic, quel que soit l'âge. Donc c'est plus juste un transfert, c'est déjà bien de faire le transfert, c'est de se transmettre les données médicales d'un service à l'autre, mais ce processus de transition, il faut l'anticiper. Et puis, notre précédente collègue mentionnait combien c'est parfois même plus facile de l'aborder le plus tôt le mieux, et on a la possibilité, dès l'âge de 10-12 ans, sans doute, de commencer à envisager ces étapes. Donc la médecine de l'ado, eh bien, voici des images qu'elle oppose en quelque sorte, avec la libération des esprits, de la vie, l'autonomisation des jeunes, et puis la maladie qui, elle, a tendance à faire un peu l'inverse et qui peut être découverte à l'âge de l'adolescence et qui représente un challenge supplémentaire.
Et les ados, vous savez, c'est une population assez vulnérable. Ça, c'est une illustration pour les maladies que je connais bien, donc les maladies rhumatismales. Les enfants, quand on les passe en transition, il y en a plus de la moitié qui sont en poussée au moment de cette étape où on les transmet à nos collègues adultes. Et ce n'est pas le reflet de comment on contrôle ces maladies habituellement. Donc cette fragilité qu'on trouve dans la rhumato, on la retrouve aussi si on regarde n'importe quelle maladie. Là, ici, c'est la situation des greffes d'organes avec un suivi du greffon 10 ans après. Et si vous regardez les courbes, qui sont la survie du greffon à 10 ans, eh bien, les valeurs, elles sont les moins bonnes entre 10 et 15-20 ans, ce qui n'est pas biologiquement explicable parce que les vaisseaux sont tout à fait sains et même ils sont plus gros que les petits, donc ça pourrait être plus facile dans un certain sens. C'est parce que nos ados, ils arrêtent de prendre leur traitement. Et ça, vous pouvez le décliner dans toutes les maladies possibles et imaginables. On a mentionné tout à l'heure l'importance des mots MOT sur les mots MAUX, et on a aussi la nécessité pour nos jeunes peut-être de trouver des moyens de les faire s'exprimer. Encore une fois, les ados, ils demandent surtout qu'on leur fiche la paix, ils ne demandent pas grand-chose, ils veulent surtout pas de soins en général. Donc il faut réussir à leur trouver un espace de parole, un espace de communication qui leur convienne. Ici, c'est une image d'une jeune que j'ai passée à mes collègues parisiens qui allaient faire les beaux-arts là-bas, que j'ai suivi pour une maladie de Still avec une inflammation autour du cœur et qui allait très bien après son traitement immunosuppresseur. Mais j'ai été étonné quand, en retour de la transition, ma collègue m'a envoyé ce dessin dont vous voyez la première moitié, et la deuxième moitié est beaucoup plus effrayante. Et c'est telle qu'elle se voyait après avoir vécu un diagnostic à l'âge de 15-16 ans, un traitement par cortisone, et puis cette vision qu'elle a d'elle-même, ce qui n'est absolument pas la réalité, mais qui témoigne de la souffrance, de la difficulté que traversent nos jeunes à cet âge où l'image de soi est vraiment critique et majeure. Alors, notre espace transition, le pass âge, eh bien, si je vous fais une présentation très fonctionnelle de comment on a monté notre projet, eh bien, c'était dans le sillage d'un appel à projet de la Fondation de Paris Hôpitaux de France qui permettait, lançait des financements pour favoriser la création de ce type d'unités qui ont donc poussé comme des champignons dans différents endroits de France. Et puis, la suite Necker était le premier espace qui a ouvert la marche et dont on s'est beaucoup inspiré. Donc Nizar Malawi n'est pas là aujourd'hui parce que j'ai souvent coutume de dire que nous, ensuite, on a voulu faire la suite Necker, mais en mieux à Lyon pour le provoquer un peu. Mais je le remercie parce qu'il nous a beaucoup aidé et conseillé sur le montage de notre projet. Et on a profité en fait d'une structuration de notre service de consultation dans un bâtiment pour pouvoir intégrer au sein de ce bâtiment de consultation un espace pour la transition, en se disant que le fait de mettre ça dans un service de consultation, eh c'est un lieu où de toute façon nos jeunes viennent pour la consultation et que c'était plus facile. Donc au moment de bagarrer pour les mètres carrés à obtenir, eh bien, on a eu quand même la chance d'avoir un fort soutien institutionnel de notre directeur en particulier qui a poussé les murs, même cassé les murs au sens propre et figuré, pour pouvoir nous libérer de l'espace. Et puis on a eu trouvé quelques leviers à travers des sponsors divers et variés. Donc au final, notre espace, à quoi il ressemble? Et on a une salle de consultation qui est une grande pièce qui permet d'accueillir les parents, l'ado sans ses parents, et puis qui permet d'avoir le docteur adulte et le pédiatre dans la même pièce, ce qui facilite les échanges. Et puis, lorsqu'il n'est pas disponible ou pas sur place, eh bien, on a ce qu'on voit pas très bien ici, mais vous voyez un petit écran qui correspond à ce qu'on appelle un BIM, c'est une sorte de robot piloté à distance, qui nous permet, lorsque le médecin est trop loin, n'a pas pu se déplacer, de venir discuter avec la famille, de se promener dans le box de consultation comme s'il était présent. Donc, ça a un effet, on pourrait penser un peu gadget, mais ça donne un effet de présence qui est très apprécié par nos jeunes. Ensuite, on a prévu au sein du même espace une salle d'éducation thérapeutique. Et ça, c'est un point critique dans le réappropriement de la maladie et dans l'autonomie, d'avoir ce type d'espace dédié à nos jeunes zones d'ados qui peuvent bénéficier de séances collectives ou de séances individuelles. Et au moment où on a créé cette salle, il nous est paru logique, au bout de la salle, ça c'est la même pièce, d'y mettre une cuisine thérapeutique, un endroit où, pour le nombre de nos jeunes qui ont besoin de régimes particuliers pour leur maladie métabolique, pour la prise des cortisones ou toute autre raison, d'avoir un point d'explication et de démonstration de certains éléments liés à l'alimentation. Et puis un point particulier qui est aussi soulevé dans les autres espaces transition, mais qui donne un écho particulier à nos jeunes adolescents, c'est des salles d'activité physique adaptée.
pour essayer de les accompagner, de les rassurer, de leur montrer qu'ils ont des compétences et qu'ils sont capables de faire. En fait, il y a tout un paradigme qui change parce qu'autrefois, on était très prudents, les docteurs, c'est sans doute notre faute. Alors, je crois que quelqu'un souhaitait présenter à ma place, mais je vais refuser pour l'instant pour essayer de continuer ma présentation. Mais je ne vois plus ma présentation, alors attendez, je vais la retrouver. Donc je continue, après je vous donnerai la main, peut-être je dépasse mon temps. Mais donc l'activité physique adaptée, c'est un levier sans doute majeur pour nos jeunes et c'est un changement de paradigme parce que nous les docteurs avant on disait non, méfie-toi, tu peux faire que du vélo ou bien de la piscine, enfin on était très bons conseillers et sans doute on réduisait les possibilités de nos jeunes à faire telle ou telle pratique et on se rend compte combien c'est important l'activité physique adaptée et on a cet espace tout à fait intégré. Donc si on fait un bilan d'ouverture, j'ai marqué 1 an entre parenthèses parce qu'entre-temps, il y a eu 1 an de Covid. Mais malgré tout, c'est 77 plages, c'est des demi-journées d'ouverture de box de consultation, 55 plages pour la salle d'éducation thérapeutique et puis 49 réservations de la salle d'activité physique adaptée, ramenées sur 365 jours. L'ensemble de cette combinaison, eh bien, elle est plutôt gagnante et on voit que les collègues de pédiatrie eh bien, se saisissent de cet espace pour lui donner vie et faire différents projets de danse, de médiation, d'activités physiques adaptées pour nos jeunes adultes que l'on met en mouvement, y compris pour des maladies que par le passé on n'aurait jamais imaginé mettre en activité, comme l'ostéogenèse imparfaite, la maladie des os de verre, comme on l'appelait autrefois, et qui est sans doute un mauvais terme, et bien qui peuvent eux aussi avoir droit à une activité physique. Alors, en guise de conclusion et de clin d'œil, l'année Covid-19, elle a vu d'autres activités, puisque on n'accueillait plus de jeunes dans cet espace, mais on a pu avoir des séances de massage, de yoga, par des bénévoles qui sont venus accompagner nos équipes pendant la tourmente, et période pendant laquelle bien, Hugues Desombres, chef de pôle, était notre capitaine. Et on a même eu des ateliers coiffure au moment où on avait tous les cheveux longs parce qu'on ne pouvait plus aller chez le coiffeur, ça c'était très apprécié. Et puis aussi, le BIM, qui sert normalement aux consultations téléportées, a pu servir à certains de nos jeunes patients, comme vous le voyez ici, puisque notre service de réanimation a accueilli des patients Covid-19 sévères et qui pouvaient être mis en lien avec leur famille grâce à notre système de téléconsultation. Donc, les conclusions rapides sur ce type d'expérimentation ou d'ouverture d'espace, eh bien, c'est un nouvel espace à apprivoiser que les uns les autres, on essaye de s'approprier. C'est à chaque fois, je pense, modulable, très fonctionnel pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas une bonne manière de faire, sans doute. C'est très important de mentionner la coordination d'une infirmière puéricultrice qui joue un rôle absolument critique et crucial dans l'utilisation de cet espace. Et nous faisons le pari à Lyon de ce levier de l'activité physique adaptée, très proche de la santé avec un grand S en général, pour faciliter l'activité physique et le bien-être, la vision de soi-même. Et puis, on accueille des nouveaux personnels autour de cette activité qui sont source d'expérimentation et de recherche parce qu'avant, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un enseignement d'activité physique adaptée et on s'est maintenant rapproché de l'UFR STAPS, c'est la faculté de l'université de sport. Et ce sont des nouveaux personnels qu'on accueille en Master 2, en thèse de sciences, qui viennent nous donner leur avis, leur regard. Et je suis convaincu que dans quelques années, ce sera de nouveaux personnels soignants à nos côtés. Voilà pour cette courte présentation et je rends la main à la personne qui voulait la reprendre peut-être tout à l'heure. Merci beaucoup Alexandre de cette présentation de l'espace passage et de ces photos. Et effectivement, tu parlais de ce bras de levier qui est l'activité physique adaptée. C'est le deuxième projet du pôle transversal. Avec la transition, on voit combien les choses sont liées. Et si on a bien écouté Marianne tout à l'heure dans son guide d'entretien avec l'adolescent, il y avait un item activité, et l'activité physique, on voit bien combien c'est important, à la fois, comme tu dis, comme soin pour le malade chronique, l'adolescent chronique, à la fois comme prévention, puisque l'activité physique, le mouvement, c'est la vie, et enfin aussi, combien le sport peut être aussi, peut aider à se projeter, comme je disais en introduction tout à l'heure, et l'idée, au travers de l'espace transition, l'espace passage et l'activité physique, c'est de s'ouvrir à l'extérieur, d'établir des liens avec des clubs de sport et de voir comment l'adolescent aussi va pouvoir faire des projets. Donc, un grand merci.
Et puis, on peut peut-être faire un tout petit peu une petite annonce dans le cadre sous l'égide de la Société française de l'adolescent. Un congrès à Lyon est organisé sur sport et santé de l'adolescent en octobre prochain au Groupama Stadium. Donc, vous êtes tous les bienvenus, bien évidemment. Des questions? Non, pas de questions, pas de remarques. Bon, on est bien dans les temps, donc ce qui est plutôt pas mal dans un congrès. Et donc, je laisse à Pascal le soin de présenter l'intervenant suivant.